Alors, chaque mois, nous organisons donc une conférence débat ici même, soit dans le cadre du Cercle Montpellier Cambacérès que je préside depuis 13 ans et qui organise des conférences débat avec des intervenants individuels de qualité généralement. On fait ça à Eurotel, voilà, c'est le 4e mercredi soir de chaque mois. Et puis donc sur un format différent, ici même, on fait tous les mois ou tous les 2 mois une présentation d'un livre ou un échange de manière plus simple en fait. Et là ce soir c'est organisé par la Ligue des optimistes de France dont je suis le nouveau délégué départemental. Ça s'invente pas en fait. La Ligue des optimistes de France. Formidable. Voilà. L'histoire a démontré que j'étais très optimiste. On accueille les retardataires même si on n'apprécie pas qu'ils arrivent en retard, mais on les accepte quand même. Salut Claude, tu es le bienvenu. On vous a gardé une place. Regarde, L'optimisme, c'est toujours trouver un siège. en entrant à droite, Merci. Maître Bruguès, Oh, voilà. bâtonnier de son état, qui nous fait l'honneur de sa présence. Bienvenue. Voilà. Bienvenue Claude. Si vous voulez rentrer discrètement, c'est rapide. C'est raté. Pardon? Oui, mais la cravate, c'est un optimisme aussi, hein, de respecter certaines choses. C'est ce que je ferai après, surtout. Allez, donc nous allons... On démarre. Allez. Parce que c'est comme ça en fait. Hein. Bah, peut-être qu'on va déjà se présenter en fait. Hein. Corinne, le plus simple c'est que je te présente, je me présente après. Eh bien, je suis Corinne Blanc-Fougère. Depuis 11 ans, je suis consultante, coach et conférencière pour les dirigeants et parfois leurs équipes, mais surtout pour les dirigeants. J'écris aussi quelques livres, donc vous pourrez apprécier potentiellement tout à l'heure. Et ce qui m'importe aujourd'hui, je suis vraiment sur le leadership, l'éloquence et la répartie, mais toujours de façon éthique. On aura l'occasion de déployer le pourquoi au fur et à mesure de cette rencontre. Voilà ce que je peux dire succinctement aujourd'hui. D'accord. Ta formation, tu la squeeze, tu veux pas en parler? Oh, bah, si tu veux, oui, mais tu vois, j'ai quand même 55 ans, Tu les fais pas, hein. c'est gentil. Tu fais beaucoup plus. Oui, mais je me doutais bien que tu allais m'en donner. Alors, pour faire succinctement, une formation de psychosociologue, psychoclinique et psychosociale à la fois, en parallèle d'une école de théâtre, il y a à peu près 30 ans. Et pendant 25 ans, j'ai été comédienne professionnelle. J'étais aussi, pendant ces 25 ans-là, ma carrière donc de comédienne, de metteur en scène et d'actrice. Pendant 20 ans, j'ai dirigé ma propre compagnie d'événementiel, où j'ai eu l'occasion de manager, même si à cette époque-là, dans le spectacle, on ne parlait pas de management, mais l'expérience, elle est là. Voilà, et donc il y a à peu près 11 ans, j'ai mes valeurs qui ont tambouriné à la porte, j'ai besoin de me sentir utile. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai étudié un peu le terrain, ce qui se passait, je me suis rendu compte que comme consultante, je pourrais apporter quelque chose. Voilà. Ok. Si petit, c'est tombé complètement le théâtre et le spectacle. Donc je m'appelle Florian Mansuel, j'ai fait Subdeco à Toulouse, j'ai fait Sciences Po à Toulouse et j'ai fait une licence de Sciences Éco à Paris 1 avec Raymond Barre comme professeur d'économie politique. Voilà. J'ai travaillé 2 ans chez Burux, à l'époque où Unisys s'appelait Burux, donc je vendais des ordinateurs, et j'ai créé mon cabinet en 1976, donc nous fêtons de 50 ans cette année. Cabinet conseil en ressources humaines, où nous proposons la palette complète pour nos clients d'entreprise, c'est-à-dire du conseil en recrutement, de la formation, de l'outplacement, l'outplacement étant le contraire du recrutement, des bilans de compétences, des audits humains et organisationnels, du coaching, bref, tout ce qui concerne l'homme et la femme qui rentrent dans l'entreprise, qui travaillent dans l'entreprise et qui sortent de l'entreprise. On fait la boucle complète. Aujourd'hui, le cabinet a été cédé à mes 2 gendres, dont nous avons la maman d'un des 2 gendres ici présente, voilà. Merci Marie-Claude, voilà. Et le cabinet se porte bien, puisque les 2 gendres sont super. Les 2 filles ont fait 2 bons recrutements, voilà. Donc c'est quand même plus simple. Ils ont été à la bonne école. Là, ta fille, là, ta mise, ça paye, voilà. C'est-à-dire que telle fille, tel père. Hein. Ou au contraire. Donc j'ai écrit 37 livres sur le management, sur le recrutement, sur les ressources humaines, sur la communication. J'ai même écrit un compte initiative, mais ce soir je ne les présente pas. Je préfère que Corinne présente ses livres et vende les dédicaces. Voilà. Alors,
Donc le thème de ce soir c'est morale, éthique et optimisme. On va peut-être commencer par des définitions. Qu'est-ce que la morale, qu'est-ce que l'éthique et qu'est-ce que l'optimisme? Oui. Alors la morale. Alors la morale, peut-être on va tâcher de trouver une définition qui convienne à tout le monde, mais il me semble qu'on peut s'accorder à dire que la morale c'est un ensemble de principes, de règles qui sont établis pour un groupe, que ce soit une famille, une société, une culture. Et en général, c'est quelque chose d'extérieur à l'individu. Et c'est intéressant qu'on le définisse, me semble-t-il, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens confondent l'éthique et la morale. Et ce sont, selon moi, des choses très différentes. On aura l'occasion peut-être d'en parler aussi. Le bien et le mal, c'est la morale. Le bien, le mal, c'est la morale. Le vrai, le juste. Voilà, le vrai, le juste et le truand. Non, voilà, tout ça, c'est la morale. Et toi, est-ce que tu donnes ta définition en parallèle ou je donne? Non, c'est très bien. Ça te va? C'est très bien. Et l'éthique, en revanche, il me semble que la morale s'impose à tout le monde. Alors qui a édicté cette morale? tout le monde d'une même culture, d'une même société ou d'une même famille même, tu vois. Et alors, qui l'a dicté? C'est ça. C'est la culture? C'est la société? C'est la société. C'est historique? En général, c'est plutôt sociétal, oui. D'accord. Il me semble qu'on parle de morale. Et société qui est baignée aussi de religion, enfin de toutes sortes de choses qui nourrissent cette morale. Et en revanche, l'éthique, il me semble que c'est quelque chose de beaucoup plus individuel. Et c'est comme si c'était nourri, enfin c'est comme si, c'est selon moi nourri par notre parcours, nos valeurs. Et il me semble important qu'à titre individuel, on puisse, comme un curseur, toujours se poser la question par rapport à l'éthique, par rapport à une situation donnée. C'est pas forcément toujours la même pour toutes les situations, parce qu'on aura l'occasion d'en parler, hein, mais parfois est-ce que mentir c'est éthique? Ça c'est grand débat. Je pense qu'on ne peut Si pas. je peux me permettre, on ne ment jamais, on organise toujours la vérité en fonction de l'opportunité et du moment. Ben, tu commences déjà à donner un axe de réponse là par rapport à ce qu'on pourra développer, mais j'essaie d'appliquer la consigne. Ça montre bien que tout est une histoire de point de vue. Et ça, j'aimerais bien, si vous en êtes d'accord, qu'on établisse cette règle ce soir dans nos discussions, que tout est une histoire de point de vue en fait, et que c'est l'éthique, et de ce fait, l'optimisme est une troisième voie, comme un trépied. Attends, on n'a pas terminé sur l'éthique. Parce que l'éthique, tu parles de comportement individuel. D'estimation individuelle. Voilà. Moi, je parle également de secteur d'activité. Parce que peut-être que l'éthique chez les avocats, de manière générale, elle est différente de l'éthique chez les médecins. Madame Oui. l'ex-future mère, tu es la bienvenue. Oui. Oui, à ce Voilà, moment-là. voilà. Dans le recrutement, nous avons donc une éthique qui Exactement. est différente de la morale et qui peut être différente de l'éthique du boucher, qui vend de la viande halal ou pas halal en fait. Donc, on le verra tout à l'heure. Donc l'éthique, elle est non seulement individuelle, mais dans un secteur d'activité, Exactement. dans un ensemble de fonctions. Et en tant que coach, par exemple, on ne parle pas d'éthique, mais de déontologie. On signe une charte de déontologie. Ce qui a... la déontologie, c'est différent parce que c'est établi, non pas par soi, c'est établi par, pareil, un groupe de, ce qu'on appelle en coaching un cadre de référence. Oui, voire un syndicat professionnel. Mais Ce sera le syndicat professionnel qui va rédiger un code de déontologie, bien sûr. Nous, chez Syntec, le syndicat des conseils en recrutement, nous avons un code de déontologie, bien sûr, qu'on affiche et qu'on dit on va le respecter. Et si un candidat trouve qu'on ne le respecte pas, oui, il peut nous le dire en fait. Et des fois, les mots, c'est intéressant de s'y arrêter un petit peu parce qu'on se rend compte qu'ils nous ouvrent à une multitude de nuances dont justement l'être humain est capable. Et c'est surtout là où il ne faut pas oublier, justement, même dans l'estimation des situations et des comportements à avoir, et même des jugements qu'on pourrait porter sur des gens ou des situations, de faire bouger ce cursus et de ne pas oublier qu'il y a des nuances. Donc morale, bien et mal, éthique, juste, professionnel, En tout cas, c'est et prévisible en fait. c'est quelque chose qui renvoie, me semble-t-il, à la justesse pour soi, mais aussi pour l'intérêt général, pas que pour sa propre pomme, sinon on
n'est plus dans l'éthique. On est dans l'opportunisme. Oui, interne et sociétal, sa propre société en fait. Attention, hein, voilà. Là aussi, éthique et opportunisme, c'est pas Ok, la même. allez. Mais l'éthique, elle ouvrirait elle pourrait faire ce qu'elle veut sans les moyens qu'elle fait. C'est que la fin justifierait les moyens. On va aborder ce problème-là, parce que la fin justifie le moyen, oui. Parce que si c'est lié à un métier, le boucher, s'il a la vie, lui, il ne doit pas la considérer peut-être. Alors que si, il la considère. La fin justifierait les moyens. Donc, ça Il a une éthique, est-ce qu'il demande de la viande fraîche ou de la viande surgelée, décongelée, Là, c'est un machinée? principe normal, c'est comme le médecin, il y a un opéré, pas d'opérer. Il fait Malade. bien. On part du principe du postulat qu'on fait tous bien les choses, et après, il y a des péchés, il y a des gens qui se loupent, il y a des. C'est ça en fait. Il est où le curseur? C'est ça en fait. Que ce soit, qu'on appelle ça déontologie, éthique, morale, enfin, c'est encore autre chose, mais vraiment, il est où le curseur? Et comment justement faire en sorte que quand on agit à titre individuel, on soit toujours dans une certaine éthique. Alors, est-ce qu'il y en a qui s'arrangent avec eux-mêmes? Ça, à voir. Oui, je voudrais faire Jules. un petit point sur le côté médical. Oui. Ce qui me concerne. Pour moi, il y a la loi qu'on doit suivre. Quand la loi ne répond pas à la question, il y a le code de déontologie qui est lié à une profession et qui a des règles. Et on peut être poursuivi, condamné par le Conseil de l'ordre, des médecins en l'occurrence. Hein, Oui, oui, oui. Et après, il y a et l'éthique, quand il n'y a pas de réponse dans le code de déontologie, à ce moment-là, c'est l'éthique qui va intervenir. Mais les autres prévalent sur l'éthique qui peut être assez personnelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ça est basé sur la morale, une notion de bien humain. C'est basé là-dessus. Ça n'est pas du tout la morale, mais ça se base sur la morale. Merci de relever ce sujet, mais alors on attaque fort là dans le vif. Avec l'introduction. Mais il est important il me semble, de ne pas oublier l'histoire de l'humanité et qu'il y a eu des périodes de l'histoire, avec un grand H, où il y avait la société qui trouvait moral certains comportements, comme l'esclavage par exemple, et qui en réalité, sur le plan éthique, ne sont pas très justes. Donc c'est là où il est important aussi, il y a des moments pendant la Seconde Guerre mondiale, peut-être il y a eu des comportements qui étaient demandés, par exemple par rapport aux personnes de confession juive, eh bien il y a quand même eu des résistants qui sont allés au-delà de la norme pour prendre des risques et suivre leur éthique individuelle. Et ils n'ont pas forcément aveuglément obéi. Et ça, je trouve que dans notre société actuelle, en 2026, c'est plus que jamais d'actualité de se poser la question à titre individuel, est-ce que ce que j'ai autour de moi, ce que j'entends, ce que je vois me convient? Ou je me suis habituée par, vous savez, comme la grenouille, là, vous connaissez le conte métaphorique, hein, la grenouille qu'on met dans le bain chaud, immédiatement elle partirait, mais si on monte le feu petit à petit, ben, elle reste, elle se sent bien, et puis jusqu'à ce que... Oui. Bon, parfois on peut avoir l'impression, et Noam Chomsky a beaucoup parlé de ça d'ailleurs, passionnant, la manipulation des masses. Et donc là, à titre individuel, c'est là où l'éthique peut faire résonner. Il n'est pas question de devenir tous des paranoïaques hein, et d'être des rebelles, mais de se poser des questions en fait. Ok, tu avais bien montré l'évolution en fait. Hein. Peut-être que l'avortement aujourd'hui est considéré différemment il y a un siècle hein, ou 50 ans. Hein. Voilà, bien sûr. Oui. Je vois aussi un parallèle avec morale et éthique, avec les stéréotypes et les préjugés. On dit que les vieux, les vieux coûtent cher, les vieux, etc. Et en fait, bon, ça c'est un stéréotype. Et le préjugé, c'est ce que chacun individuellement en fait et en dit. Donc je faisais un parallèle avec cette notion de morale qui est plus globale et tout ce que tu viens de dire à l'instant, Corinne, c'est-à-dire que comment je me libère ou pas de ce qui est fait au niveau collectif. Okay. Allez, troisième définition, l'optimisme. Qu'est-ce que l'optimisme? On va pas avancer là. Mais si, on avance, mais ensemble. On avance ensemble, on va moins vite, c'est bien connu. Ensemble, il y avait l'idée de Contruel, celui qui a écrit Contruel, Didier de Milano, qui a repris ça en fin de compte au tout début de son livre, qui explique les différentes, le bien et le mal, tout ça, c'est des notions vraiment culturelles et temporelles. Et ensuite, il a écrit ces histoires Contruel. Intéressant, je ne connais pas. Merci pour l'information.
Alors l'optimisme. Tuer une personne, dans tous les pays, c'est condamnable. Hein, c'est mal. Il y a des choses qui sont. Ça dépend. Ça dépend. Laissez-moi argumenter. C'est les Donc, cas. Attends, Faut pas commettre de attends. Dans tous les Laissez-le pays, parler, laissez-le dans parler. tous les pays, quand on tue quelqu'un, d'un accident d'auto, de tout ce que vous voulez, ou avec un couteau, etc., il y a un procès, on le condamne. Généralement, De dans tous manière les pays. générale, c'est la Et en général, c'est quand même comme ça, dans tous les pays, en fait. Hein. La morale va prévaloir. Et lorsqu'un pays envahit un autre pays, tue 1000 personnes, 10 000 personnes, il n'y a pas de condamnation. C'est incroyable quand même. Hein. Je laisse réfléchir. Le sacrifice d'enfants chez les Incas, Je on a le droit de les tuer. vais vous faire la parenthèse. Optimisme. Alors l'optimisme. Définition d'optimisme. Il me semble aussi On verra après. Il est important, là aussi, de bien différencier l'optimisme de la gentillesse, de la naïveté et de choses qui pourraient comme ça aussi être assimilées. Et il est important on en reparlera sans doute, hein, mais de bien discerner que l'optimisme, c'est un regard qu'on porte sur les choses et on se dit, mais finalement, pourquoi pas ça pourrait être, pourquoi pas autrement. C'est pas juste la psychologie positive, je vais bien, tout va bien, on vit dans un monde idéal, magnifique. C'est pas ça l'optimisme, hein. C'est important de se le mettre bien à l'esprit. Est-ce que c'est une paire de lunettes que l'on chausse pour pouvoir voir les choses de manière plus positive? Pourquoi pas? C'est On des peut faire lunettes ça symboliques. Mhm. Des lunettes symboliques, oui, pourquoi pas. Et puis on peut aussi de temps en temps les enlever, nettoyer les verres pour y voir plus clair. D'accord. Donc ça veut dire qu'on est lucide, on reste quand même lucide. Oui. Claude, J'aurais voulu terminer tout à l'heure pour faire une distinction fondamentale pour qu'il n'y ait pas d'erreur. La déontologie, ce sont des règles qu'un professionnel s'engage à respecter. Elles sont codifiées. L'avocat, le médecin, l'expert comptable, il y a toutes sortes de codes de déontologie, ce sont des règles. Les enfreindre, qu'on soit optimiste ou pessimiste, constitue une faute sanctionnable Oui. par la profession. On est bien d'accord. L'éthique, vous l'avez démarré en indiquant que c'est quelque chose d'individuel, c'est vrai, mais c'est surtout collectivement par rapport à un groupe qui peut être un groupe d'avocats, de médecins, de charcutiers, de bouchers, et on partage une vue de la société par rapport à quelque chose qui apparaît comme moral, comme bien, et que l'on suit. Mais la déontologie est quelque chose où on adhère, les médecins prêtent serment, les avocats prêtent serment, les conseils en recrutement, les c'est chargés pareil. de mettre des contraventions prêtent aussi un serment, ils vont le prêter devant le juge, et qu'ils s'engagent à respecter des règles bien précises. Il y a un code de déontologie, il y a des chartes d'éthique. On est bien d'accord. Merci. Exactement. Et ce que j'allais vous dire, mais j'ai perdu le fil de mon mot, c'est attention quand on aborde morale et justice, l'ensemble des avocats qui interviennent, notamment au pénal, font grief de ce que parfois l'opinion publique, pour une raison morale que tout le monde partagera, ou en tout cas qui sera majoritaire, condamne une attitude. Le juge, il ne peut pas rendre une décision morale, il ne peut rendre qu'une décision qui est conforme à la règle de droit qui a été adoptée depuis les siècles passés jusque maintenant et qui Oui. peuvent changer demain. Tu l'as dit tout Ça, à c'est la l'heure justice. en ce qui parle l'avortement. Mais là, on est d'accord que là, on parle de manière générale. On ne parle pas par rapport à un ordre des Bien médecins entendu. ou un ordre des Bien avocats entendu. ou un ordre des notaires. Et de manière générale, pour monsieur et madame tout le monde, c'est intéressant qu'on fasse la nuance entre morale, éthique et potentiellement optimisme, puisqu'on est là aussi dans ce cadre-là. allez, on va démarrer par Merci. l'éthique dans le monde professionnel. Hein, ça sera plus concret en fait. Hein. Est-ce qu'en entreprise, l'éthique est un simple discours? Comment on le réalise dans les faits? Et est-ce que les adeptes de la RSE appliquent, illustrent l'éthique? Bah, écoute, moi qui ai écrit un livre et qui ai passé 4 ans à écrire un livre qui s'appelle Maîtriser l'art de convaincre sans manipuler, des techniques de communication éthique, je crois qu'il est important aussi de réserver une certaine éthique. Alors RSE, rappelons que responsabilité sociétale des entreprises. Là évidemment,
c'est à chacun de mettre son curseur en tant que dirigeant ou en tant que manager. Toutefois, l'histoire là aussi nous a montré, par exemple pendant le confinement, que des entreprises qui avaient accepté de prendre des risques et de nommer la difficulté, etc., par rapport aux collaborateurs, les collaborateurs, ça a stimulé leur fidélité, leur engagement. Donc quelque part, j'aime à croire que quand on a une certaine éthique et qu'on arrive à le verbaliser, que ce soit les dirigeants ou les managers en entreprise, qu'on arrive à communiquer, parce que là aussi, c'est bien l'huile du rouage de la communication. S'il n'y a pas de communication, c'est compliqué. Est-ce que c'est un simple discours? Est-ce que c'est une simple posture marketing? Justement non. Justement non. Il me semble que, en perspective de ce que j'explique, ça ne doit pas être que du discours, mais ça doit se suivre des actes concrets et surtout, en toute transparence, qui engendre une crédibilité et une fidélité. Surtout une crédibilité. Parce que si on n'est pas crédible, comment vous voulez être bon leader? Donc il ne faut pas que ce soit que du marketing, non. En tout cas, pas en termes d'éthique ni de valeur. On peut faire du marketing, mais plus il est marketing, on parle beaucoup de marketing de valeur aujourd'hui. Plus c'est basé sur des valeurs concrètes. Et c'est pareil, dans une entreprise, il est important que la charte des valeurs ne soit pas là justement que pour faire du marketing. Que ce soit quelque chose de sincère et de vraiment appliqué, parce que sinon les collaborateurs, à un moment donné, ça n'aura plus de sens pour eux, et puis ils vont perdre leur motivation, ils vont même perdre leur vie, et les nouvelles générations, elles ne vont pas s'enquiquiner, elles vont changer d'entreprise. Et peut-être qu'il y a un décalage entre ce que dit le dirigeant de l'entreprise, et qui est foncièrement honnête et sincère quand il parle d'éthique, et puis peut-être il y a une différence entre le dirigeant, les managers et les subordonnés. Est-ce qu'il y a des dilemmes, des principaux dilemmes d'éthique en entreprise? Je crois que oui, parce que souvent, il y a des managers qui me posent la question, ils me disent mais comment faire quand on me demande de transmettre une directive à mes collaborateurs par ma direction, et avec laquelle soit je ne suis pas d'accord, soit elle n'a pas de sens pour moi. Et là, ça montre bien qu'il y a... Alors, je ne veux pas juger comme ça de manière un peu hâtive, mais il est important aussi de se rendre compte de l'importance de dire et de communiquer. Et d'accompagner en fait, parce que tout le monde, le dirigeant, il est important qu'il accompagne aussi ses managers pour que, aujourd'hui, contrairement à une époque, ce qui fait sens dans l'entreprise, c'est le pourquoi. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un vieil adage qui dit expliquez les pourquoi et vous obtiendrez tous les comment. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un vieil adage. Et je trouve qu'en termes de management et de communication dans l'entreprise, plus que jamais, c'est très, très, très éloquent aujourd'hui. Expliquez les pourquoi et vous obtiendrez tous les comment. C'est-à-dire que si vous demandez à quelqu'un, il n'y a pas besoin de vous épancher pendant une heure, mais pourquoi vous lui demandez de faire quelque chose, quel sens ça a dans l'entreprise, dans le service et dans son poste à lui, eh bien, il va être motivé, pris d'une espèce de mission, et quelque part, il va pouvoir déployer tout un tas de solutions, en tout cas de recherche, de temps, d'énergie, pour obtenir des comment à votre pourquoi ou vos pourquoi. Je suis claire? Et ça, vraiment, je trouve que plus on avance avec les générations qui ont une autre manière de penser, qui vont à l'essentiel, etc., plus c'est vrai. Ils ont besoin de pourquoi, de savoir pourquoi on leur demande les choses, parce que eux, là où la plupart d'entre nous, de la même génération, on a mis le travail en première des valeurs, c'est-à-dire qu'on était prêt presque à se sacrifier pour travailler, presque à ne pas être payé parce que oui, merci d'avoir pensé à moi pour travailler. Bon, je schématise un petit peu, mais... Non, même négliger les enfants, l'éducation Exactement, des enfants. exactement. Et les générations d'aujourd'hui, à la place nous, on mettait la valeur travail, eux, ils mettent la valeur bien-être. Ce qui crée parfois des dissonances potentiellement dans les recrutements, justement. Tout dépend de qui fait le recrutement. Si la personne qui recrute est d'une certaine génération mais n'a pas la conscience de ça, ils vont les juger comme étant incapables, qui n'ont pas envie de travailler, parce qu'ils pensent qu'au congé, etc. Et alors que c'est juste, pareil, des critères de différence, de référence différentes. Moi, ce qui me gêne, c'est avoir une charte des valeurs qui a été pondue par la direction et qui peut-être n'est pas vécue sur le terrain par l'ensemble des salariés. Oui, mais là, quel accompagnement a été fait? C'est bien qu'elle ait été pondue, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas suffisant peut-être qu'elle soit pondue. Et un des dilemmes, il faut la couver. Il attend. Si je puis me permettre de dire. Par rapport au pourquoi, je rajouterais que c'est des pourquoi communs. Ah oui. Parce que si tu m'expliques un pourquoi, mais que ça me touche pas,
si dans l'entreprise les gens ne sont pas pour le même pourquoi, ça va être difficile. Mais est-ce que c'est pas ça qu'on appelle le management en réalité? Oui, il y a le management, mais c'est la raison d'être. Il faut que la raison d'être de l'entreprise, le pourquoi soit commun en fait. Exactement. Et Après, c'est on comme ça manage. qu'on va accompagner les collaborateurs et de toute Nous la avons des cascade en fait. demandes d'exemples concrets pour illustrer ce qu'on dit. Ben, tout ce qui a trait à l'exemplarité en fait. Hein. Donc un manager doit être exemplaire par rapport à ses collaborateurs. S'il ne l'est pas, s'il dit simplement appliquer telle valeur plutôt qu'une autre, ben, il se déjuge en fait, hein. Il se décrédibilise. Florian, S'il dit oui à demande tout. de parole sur ta gauche et sur notre droite. Je sais. Oui, et là on est en Mais train sans de étiquette répondre. alors, hein, sans étiquette. Et on est en train de répondre à cette Alors, on va dame. prendre la question en fait. On les entend pas. C'était, je sais pas à quel moment. Concrètement, par exemple, il ne va pas voler dans la caisse. Ok, c'est éthique, machin. Mais non, enfin, on n'est pas du tout de cet ordre-là. Ça, c'est pour le coup, c'est la morale. Je vole dans la caisse ou je vole pas dans la caisse. On n'est pas dans l'éthique. Si je peux me permettre, on ne vole jamais dans la caisse. On se contente d'emprunter momentanément. Et encore, il faut qu'il y en ait une de caisse. C'est une éthique que je partage pas. Mais un certain Winston Churchill disait l'éthique, je m'appuie dessus jusqu'à ce qu'elle cède. Voilà. Isabelle, tu veux poser une question? Moi, je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que déjà, moi, j'ai toujours ce qui doit être respecté soit respectable. Donc, c'est ce que vous disiez Ça rejoint. tout à l'heure. Mais ça ne suffit pas. Parce que pour moi, le chef d'entreprise, il a une vision globale de l'entreprise. Oui. Dans tous ses détails. Oui. Que ce soit les détails RH, que ce soit les détails financiers, que ce soit une organisation du travail, parce qu'il voit tout par le haut. Et il y a des choses qu'il peut partager avec ses salariés et il y a des choses qu'il ne peut pas partager. Par exemple, certaines problématiques RH, on ne va pas pouvoir les partager avec certains salariés. Donc on peut des fois être amené à prendre des décisions qui ne sont pas comprises. La difficulté du chef d'entreprise, c'est de savoir où il met les limites et où s'arrête le pourquoi, comme tu disais tout à l'heure, tu vois. Et c'est ça qui est très très compliqué à gérer. Parce que par contre, on est face à une génération qui, elle, n'a pas de limite. Et qui est persuadée qu'elle sait tout, qu'elle voit tout, qu'elle a tout compris. Ça, c'est un point de vue. C'est un point de vue. C'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Mais je crois qu'une notion essentielle, c'est de ne pas confondre la raison d'être et les valeurs. Hein, on l'a cité. Oui, absolument. La raison d'être, elle est fixée par le chef d'entreprise. Il y a un cap, il y a une vision. Et ça ne se négocie pas. Il y a une raison d'être. Les valeurs, l'outil de management pour moi le plus puissant, et je l'ai exercé moi-même avec des gens de mes équipes, etc., pas mal de fois, c'est de monter les valeurs avec les gens. Et c'est qu'il y a comme ça que ça marche. C'est comme disait Oui, tout à l'heure. non, mais il peut y avoir des valeurs qui viennent d'en haut, il peut y en avoir, bien évidemment, mais c'est tellement plus efficace. Parce que le seul fait de réfléchir ensemble sur nos valeurs communes sur lesquelles on va se mettre. C'est la base d'être Gilles. Oui, donc je me permets de Sinon, dire. c'est imposé, tu vois, on est d'accord. Oui, mais le seul fait d'avoir Ça n'a pas travaillé. de sens. Attends, le seul fait d'avoir travaillé dessus, ça crée la cohésion et ça permet après que les gens aient compris pourquoi ils travaillent et qu'après ils. Oui, donc on dit la même chose. On Mais non, mais on est d'accord, Gilles, bien sûr. dans pas mal d'entreprises, pour créer une charte de valeurs, la procédure est la suivante. Je commence par interroger le dirigeant sur sa vision des valeurs de l'entreprise, et puis après, donc, je rédige quelque chose, et puis après, j'interroge un panel de salariés, cadres et non-cadres. Bon. J'ai en tête un exemple intéressant d'une entreprise dirigée par le père et le fils, dans la région, une belle boîte en fait. Là, j'interroge le père et le fils, donnez-moi vos valeurs. Et spontanément, le père et le fils disent, c'est l'humilité et la simplicité. Pour nous, c'est important, hein, en interne et en externe. Très bien. Et ils donnent d'autres valeurs. Ensuite, j'interroge les salariés, indépendamment en fait. Hein, ils me donnent leurs valeurs, et il n'y a jamais le mot humilité et simplicité qui apparaît. Alors moi, naïvement, je demande à chacun des salariés de manière individuelle, et l'humilité, est-ce que chez vous, dans votre entreprise, c'est une valeur? Et tous m'ont répondu en rigolant, mais vous rigolez, monsieur. Quand notre patron vient avec sa grosse Mercedes ou avec sa grosse Porsche décapotable, vous pensez bien que c'est pas de l'humilité. Mais c'est très dur après de retourner voir le patron et dire, vous savez, l'humilité, je pense pas que vos collaborateurs partagent cette valeur-là. Et donc, le plus difficile, c'est lorsqu'il y a un décalage entre ce que pense un dirigeant, qu'il veut l'imposer ou qu'il ne veut pas l'imposer à ses collaborateurs. C'est là la grosse difficulté. C'est pour ça que quand on travaille sur les valeurs avec son équipe ou ses équipes, il faut accepter que ce qui va sortir
de cette réunion, et ça peut prendre du temps, prendre 2-3 jours, soit différent de ce qu'on avait en tête avant. Et d'ailleurs, Et l'idéal, que c'est beaucoup mieux quand ça vient d'équipe. Et c'est pas grave si c'est pas les mêmes que ceux qu'on avait en tête en tant que mais patron. justement, Il faut l'idéal, convaincre le chef d'entreprise d'être humble, d'être vraiment humble. et Et l'idéal- regarder, ça passe. et C'est l'idéal, difficile. l'idéal dans ce contexte-là, si on veut faire émerger des valeurs de l'entreprise au sein de nos équipes, c'est que la direction ou les personnes de la direction ne soient pas présentes. Et là, ça va se faire de manière sincère. Sinon, ça va se faire de la démagogie. Oui, Ah, c'est non. très important. Si sur l'intelligence collective, c'est très important. Oui, non, oui et non. Corinne, Très est-ce clair. qu'on peut concilier Mais on peut nous mettre performance d'accord. Est-ce qu'on peut concilier performance et éthique? Alors pour moi, c'est essentiel, justement, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, et aussi d'autres. C'est-à-dire que si une entreprise ne voit que sa performance et ne met pas d'éthique là-dedans, en fait, et là on rejoint la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, on n'est là que pour gagner de l'argent. Or, de plus en plus, bien sûr, une entreprise, évidemment, elle doit être aussi rentable et pour se développer et potentiellement développer aussi des emplois, etc. Mais en même temps, on ne peut pas oublier de gagner de l'argent, mais comment on le gagne? Aujourd'hui, c'est indispensable. Et justement, les nouvelles générations, avec leur point de vue, correspondent à ça aussi. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et même si parfois, parce que j'accompagne des dirigeants, je l'ai expliqué tout à l'heure, vous n'étiez pas encore arrivés, donc je comprends bien ce que vous dites et je suis tout à fait d'accord. Mais c'est là où il ne faut pas oublier de dire, parce que justement, en tant que dirigeant, ben, on est seul à la tête, on utilise toujours la métaphore de la pyramide, ça existe toujours, même si il y a des transverses aujourd'hui, etc. Mais il est important de ne pas oublier de dire ou de ne pas oublier de franchir certaines étapes avec ses collaborateurs, justement dans une logique d'accompagner pour que chacun voit les mêmes choses dans la même et avance dans la même direction. Tu vois et donc la performance, c'est ça, c'est une vraie performance. Pour moi, elle est forcément mise en perspective de l'éthique. Alors, d'un certain optimisme aussi, pourquoi pas, ça n'empêche pas, bien sûr, mais pas naïf. Lucide et plein de discernement. Donc, Si je peux oui, me Isabelle. permettre, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est-à-dire que le chef d'entreprise, et je fais partie de ces chefs d'entreprise, là, je tiens à le préciser, doit accepter que parce que l'éthique prédomine, il sera moins performant. Alors, ça c'est... Tu en as qui sont prêts à tout pour arriver à la performance. Oui, et donc mais bien sûr. inévitablement, si tu veux, ils ont une meilleure... Alors, prenons un exemple pour illustrer ce que nous demandons. Voilà. Mais est-ce que sur le long terme, il n'y a pas justement, c'est ça qu'il faut... Parce que sur le court terme, parfois on a l'impression... Excuse-moi Florian. Sur le court terme, on peut avoir l'impression justement que faire certains choix, c'est plus rentable. Mais sur le long terme, on s'aperçoit que pour et la pérennité de l'entreprise, la pérennité des équipes et l'état d'esprit des équipes, finalement, on est plus gagnant de faire d'autres choix. Ça revient à ce que vous disiez sur la rentabilité. Quel type de rentabilité on veut? Ouais, c'est ça. Financière, humaine, voilà. Allez, on va prendre deux trois exemples pour Il me semble qu'on peut avoir les deux. Voilà. Premier exemple, je suis un négociant de matériaux de construction, je vends tout ce qui a trait à la construction. Je rentre dans mon entreprise avec un jeune couple avec deux petits-enfants qui ont 3 ans, 4 ans, voilà. Et qui veulent acheter un grillage pour entourer leur jardin. Très bien, et ils choisissent leur grillage, un grillage à large maille. Très bien, donc ils sont prêts à payer pour entourer leur jardin. Or, le vendeur se souvient qu'il y a 2 ou 3 mois, il avait vendu un grillage pour entourer un jardin à un couple qui avait des enfants qui avaient 10-12 ans. Et ils avaient acheté le même grillage. Et ces gamins de 10-12 ans, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient gravi le grillage grâce aux larges mailles. Et ils ont failli se faire tuer par une voiture qui passait. Le vendeur, qui a un souci éthique intéressant, se dit, mais peut-être que dans quelques années, les gamins vont grandir. Et s'ils achètent un grillage à large maille, il risque d'avoir un accident. Or, je n'ai pas actuellement en stock du grillage à petite maille. Qu'est-ce que je fais? Je le dis à mes clients qui sont prêts à acheter le grillage à large maille, ou je ne le dis pas. Éthique ou performance? Problème. Je dirige un magasin de fringues. Une femme rentre, regarde les robes, choisit une robe et va à la caisse pour payer la robe. Voilà. Et le vendeur ou la vendeuse fait le paquet cadeau, etc. Passe le patron qui voit la personne acheter la robe. Or, le patron sait que dans une semaine,
cette robe sera mise en promotion. Moins 30%. Qu'est-ce qu'il fait le patron? Il le dit à la bonne femme ou il ne le dit pas à la bonne femme? Il n'a pas le Je n'ai pas la réponse. Il n'a pas le dire. Je n'ai pas la réponse. La promotion sera peut-être dans un certain temps. Et c'est ça le problème d'éthique en fait. Mais Ah, après, il est intéressant cet exemple-là parce que ça met en place. peut être acheté entre deux. Ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est que ça touche aussi ce qu'on appelle la fidélisation de la clientèle dans la vente. Et ça, c'est bien spécifique. Donc c'est une éthique bien spécifique. Moi, je conseillerais de le dire parce qu'il va marquer des points à la fois sur sa vendeuse et sur sa cliente qui va du coup peut-être devenir fidèle et peut-être même acheter plus de choses. Mais ça, après, chacun voit midi à sa porte. Mais là, on est vraiment dans les techniques de vente. Là, c'est aussi intéressant. Vous portez un jugement avec un regard qui est un regard de 2026. Si on se reporte, permettez-moi par rapport à ce que vous venez de dire, si on se reporte aux années 60, que j'ai bien connues, ou aux années 70, les soldes, il y a un certain cabinet qui s'est créé en 73, qui a été aussi très performant dans un domaine que vous connaissez bien. Et ce que je veux dire par là, si la règle, dans les années, on va dire 70, était qu'il y avait des périodes de soldes qui étaient très réglementées à l'époque, qui se situaient à des périodes bien déterminées. Les gens pouvaient le savoir, et la technique, c'était pas de discuter le prix avant les soldes. Maintenant, nous vivons un monde. Les soldes sont permanents. Si vous rentrez, je reconnais que c'est ralent pour la personne qui va faire l'acquisition d'un bien, et qui découvrira 15 jours après qu'elle aurait pu l'avoir moins cher. Mais je ne vois pas pourquoi le commerçant, sous prétexte de quelle morale ou de quelle éthique, dirait n'achetez pas aujourd'hui, venez dans 15 jours. Non, c'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit n'achetez pas aujourd'hui, revenez dans 15 jours. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas du tout ce qu'on a dit. C'est justement, écoutez, mais ça, évidemment, c'est l'appréciation de chacun. Et moi, il me semble que justement, il est important de réagir parce que nous sommes en 2026 et de réfléchir en 2026. Et vous avez raison. Et normalement, en plus, j'abonde tout à fait en votre sens parce que normalement, au tout départ, les soldes, c'était les fins de série qui n'étaient pas vendues, qui pouvaient être vendues à moitié prix. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus tout à fait ça entre nous. Des fois, il y a des nouvelles collections qui sont vendues déjà soldes. Je ferme la parenthèse. Troisième exemple. Oui. Les gens pourraient supposer, que le marchand anticipe le fait qu'il y ait toujours des promotions et que dans sa marge arrière, il aura anticipé ça et qu'en fin de compte, son prix, il sera pris en compte. Et il sera content. Et le monsieur avec les mailles, par exemple, le vendeur, il peut tout simplement dire que par son expérience à ses clients, il a eu ça aux clients de faire la part des choses et peut-être soit d'attendre ou soit de se dire oui, non, bon, mais c'est juste pour alimenter. Moi je suis optimiste, mon enfant va pas monter parce ce qui est important. C'est juste pour alimenter votre réflexion, pour vous montrer que c'est pas si simple. Hein, c'est pas si simple, linéaire. bien sûr. Troisième exemple, vous allez réagir encore. C'est le fait exprès. De la robe, elle en a peut-être besoin pour le soir. Et donc, dans 15 jours, ça sera passé. Non, mais l'idée c'est de lui dire, écoutez, dans une semaine. Non, mais elle part avec aujourd'hui. Le but c'est pas de retarder, c'est de dire, c'est de dire, écoutez, dans une semaine, cet article sera soldé. Ben, exceptionnellement, je vous fais le solde. Voilà. Troisième exemple, je dirige une clinique privée à Montpellier. Donc arrive le week-end, le cuistot n'est pas là. Le cuistot est absent. Et il y a une demande d'un nouveau patient qui veut manger de la viande halal ou de la viande cachère. Et le nouveau cuistot qui arrive, il regarde, il n'y a pas de viande halal et de viande cachère. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait une omelette. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il propose la viande classique que l'on a? Est-ce qu'il le dit à son client ou pas? Je n'ai pas la réponse, hein, et je peux vous donner ma réponse. Mais vous voyez, le genre, c'est pas toujours simple en fait. Hein. C'est pas toujours simple. Il ne le saura pas. Hein. Si la viande n'est pas halal, il ne le saura pas, le mec. Hein. Si elle n'est pas cachère, il ne le saura pas. C'est pas gênant. C'est pas gênant. Peut-être ça peut être gênant. Là, c'est un conflit de valeurs et de spiritualité. Mais là, en permanence, on nous a. Mais c'est sûr que c'est pas simple, c'est pour ça qu'on en parle, sinon on ne serait pas si nombreux là dans cette salle ce soir. Et d'ailleurs,
en t'écoutant, ça me fait penser aussi, peut-être vous avez à l'esprit, il y a quelques années, je ne sais plus exactement quand c'était, il y a eu l'affaire qu'on a appelée l'affaire du Tylenol de Johnson & Johnson, vous vous rappelez de ça? Dans un spray, il y avait une matière toxique pour les gens et ils s'en sont rendus compte. Donc, ils ont décidé, la marque Johnson & Johnson, de retirer du marché. Évidemment, ça leur a coûté une somme colossale, mais immédiatement, ils ont appliqué, alors, moi je pourrais penser que c'est un devoir. Est-ce que c'est de la morale ou est-ce que c'est de l'éthique? Mais en tout cas, ils ont décidé de tout retirer sur le marché en assumant la dépense. Et de ce fait, le second effet qui se coule a été quoi? C'est que finalement, ils ont décuplé l'année d'après leur chiffre d'affaires parce qu'ils ont montré une crédibilité, quelque part une éthique auprès de leurs clients et même d'autres et de tous les partenaires. Donc finalement, ça a été énorme pour leur visibilité, leur image de marque. Et ça, c'est pour ça que c'est important. Il y a beaucoup d'exemples, la Mercedes, oui, c'est pour ça que c'est important. Qui ont coûté extrêmement cher. C'est pour ça que c'est important aussi de voir sur du long terme. Et avant de prendre une décision, on revient à quelque chose de beaucoup plus individuel. Est-ce que si je prends cette décision, je pourrais me regarder dans la glace ou pas? Est-ce que je serais fière de moi dans 5 ans ou pas? Ça, c'est des critères qui peuvent, à titre individuel, nous aider à faire des choix. Pardonnez-moi, mais vous croyez que le président directeur général de Monte Edison et en Italie, qui faisait des affaires par milliards... Il y a des dégâts humains quand même. Il y a des dégâts humains, pas que des procès. Répète ta question, Paola. Répète ta question, dis-moi. On parlait de Johnson & Johnson qui a rappelé les produits, mais ils l'ont fait intelligemment parce que le procès qu'ils auraient eu leur aurait coûté beaucoup plus cher que de retirer. Sans compter les morts sur leur conscience quand même, au-delà des procès. Indépendamment de ça. Non, je parlais du Il y a quand même ça. Gagnant. Donc finalement, on peut leur dire qu'ils ont fait le bon choix. J'en suis pas sûr. J'en Je ne suis pas sûr par rapport à l'exemple effroyable qui s'est produit au niveau européen de l'entreprise italienne de pétrochimie, Monte Edison. Ils ont une attitude tout à fait différente et ils sont arrivés à s'imposer au niveau européen alors que le produit était extrêmement dangereux, qu'il y a eu des procédures dans le monde entier et ils l'ont fait. Sur le terrain de la morale, je vous donne parfaitement mon assentiment. Sur le terrain économique, le PDG il vous dira, sans toi, si je t'avais écouté, j'aurais perdu des milliards et mon entreprise aurait disparu. Mais quelle image ils ont? Et puis si on se place trop sur m'intéresse, le terrain du commerce pour évaluer des valeurs morales et des valeurs éthiques, on tombe dans des contraintes qui tiennent lieu au commerce, qu'il faut, je ne dis pas que le commerce est quelque chose d'immoral ou de contraire à l'éthique, mais on mélange un peu des choses qui sont... Servi avec Mediator, mais c'est un très mauvais calcul, en mettant la morale de côté. On rejoint tout à l'heure cette histoire, cette question de performance et d'éthique, on y revient. Voilà. À propos d'éthique, est-ce que dans le recrutement, il peut y avoir des problèmes potentiels d'éthique? Ah bah oui, mais ça tu vas y répondre mieux. Tu vas bien sûr je laisse d'abord répondre. Tu vas y répondre mieux que moi, évidemment. Bien mais bien sûr, plein. Alors je pense spontanément, est-ce que je vais prononcer le mot parce que je veux pas qu'après toute la rencontre se résume à ça, mais intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est utilisée dans le recrutement et on sait très bien que, il ne faut pas d'ailleurs oublier que celui qui met en place des outils technologiques, il le met en place avec ses propres biais cognitifs, mais il n'en a pas forcément conscience. Je vous laisse réfléchir à ça. Moi, je ne pensais pas à l'IA, mais je pensais à des candidats différents qui postulent le même poste. Par rapport au sexe, hommes-femmes, par rapport à leur nationalité, par rapport à leur couleur de leur peau, etc. Je pense que tous les recruteurs appliquent une déontologie très stricte, en fait. Hein. Nous, on est très vigilants par rapport à ça. Moi, ce qui me gêne très souvent, c'est la réaction du candidat éliminé. Parce que très souvent, le candidat éliminé imagine qu'il a été éliminé non pas par un manque d'adéquation avec le profil recherché, mais parce que c'était une femme, parce qu'il était juif, parce qu'il était noir, parce qu'il était petit, parce qu'il était grand, parce qu'il était jeune, parce qu'il était vieux, etc. Ça me gêne beaucoup. Je comprends. Mais en même temps, il y avait bien des dérives, puisqu'à un moment donné, on a dû mettre en place la charte des 16 critères de discrimination qui étaient interdits. Donc c'est qu'à un moment donné, ça existait quand même. Bien sûr. Aujourd'hui, il y en a plein qui disent est-ce que je mets ma photo sur mon CV ou je ne mets pas ma photo? Est-ce que je mets ma date de naissance? Est-ce que je ne mets pas ma date de naissance? Donc c'est qu'il y a bien quand même des critères
et des glissements qui ont lieu quand même. Bon, ok, allez, on ferme la Ferme parenthèse la éthique. Optimisme. Optimisme. Allez, optimisme. Posture ou naïveté? Est-ce que c'est une disposition naturelle ou est-ce que c'est un choix volontaire, l'optimisme? Alors écoute, j'ai envie de te répondre. Je ne sais pas si vous connaissez Martin Seligman, qui est un chercheur qui a mis en place ce qu'il appelle l'optimisme appris, qui est passionnant. Je vous invite à vous rapprocher de ses travaux si vous ne connaissez pas. Parce qu'il considère que justement l'optimisme est une question de regard qu'on porte sur les choses. Et que c'est comme un muscle, ça se développe. Et que, mais bien au-delà de la psychologie positive, parce que, si je puis me permettre, cher monsieur, la psychologie positive, selon moi, vu de ma fenêtre, elle a des limites dans la mesure où on peut se dire je vais bien, tout va bien, le monde est idéal, le monde est beau, il fait soleil, la vie est belle. Là, c'est presque un déni. Donc l'optimisme par excès peut être un déni. Et là, pour le coup, on est même au-delà de la naïveté, on est dans le déni. Donc c'est quelque chose de... Et c'est là que peut nous amener la psychologie positive quand elle est poussée et pas maîtrisée et surtout pas consciente. En revanche, si on considère que le regard qu'on porte sur les autres, sur la vie, sur soi, peut se muscler et se développer en apprenant à regarder ce qui fonctionne et pourquoi pas même transformer ce qui ne fonctionne pas en se disant mais pourquoi pas faire autrement? Pourquoi pas avoir autrement? Et moi j'aime beaucoup cette philosophie-là parce qu'on voit bien que c'est de la lucidité, du discernement et même quelque part une histoire de maturité qu'on porte sur les choses et sur la vie. Alors le plus important c'est effectivement être optimiste mais avec lucidité et avec discernement. Alors le problème c'est que d'un individu à l'autre, peut-être que la notion de lucidité et de discernement est très large en fait, hein, très large. Hein. Sans doute. Voilà, c'est ce qui pose problème. Ouais, pour illustrer ça, moi j'ai une devise que j'aime beaucoup qui vient de Borges qui dit « Le monde est beau si tu l'aimes ». Ça montre que c'est une posture et c'est une énergie qu'il faut avoir tous les jours pour le voir beau quoi, et pour l'aimer. Donc c'est une posture étudiée cette fois-ci en fait. Oui, voilà. une cause qui est consciente. Consciente. Ouais. Ou pas. Ou pas, ouais, c'est vrai. Ou pas. Elle peut devenir inconsciente. Alors est-ce qu'on peut être optimiste dans un monde traversé par des crises? Oui. Ben, est-ce que c'est pas un devoir même, hein, chers amis? Est-ce que c'est pas un devoir d'être optimiste dans un monde parce que des crises, il y en a tout le temps, partout, elles sont différentes. Et vous aurez remarqué tous que la personne optimiste à la télévision, elle passe pour une personne qui n'est pas sérieuse. Hein? C'est pas sérieux d'être optimiste en fait. Hein? Avec tout ce qui se passe, les bombes, les machins, etc., les drones, tout ce que vous voulez, les meurtres, les assassinats. Donc ça n'est pas sérieux en fait. Hein? Peut-être que la pression de la société, du groupe, incite les gens à être pessimistes, malheureusement. Et toutes les informations qui sont déversées dans les chaînes d'information sont pessimistes. Ça fait plus sérieux quand même. Hein? Non, c'est peut-être l'optimisme et la pensée positive. Je trouve que les gens qui sont une pensée positive, voilà, on va peut-être ça. Oui, mais tu prêches un convaincu. Il faut fondamentalement optimiste. Mais c'est vrai que dans ça. C'est peut-être pas l'optimisme qui est jugé, c'est peut-être cette pensée positive. De voir tout beau malgré tout. Oui, voilà, il y a de l'espoir derrière l'optimisme. Est-ce que c'est pas une... Oui, oui, bien sûr. C'est pas négatif. Et ça change rien l'optimisme à la chose. On peut être optimiste. L'espoir, c'est un moteur en fait. Oui, et je crois que j'ai perdu ce que j'allais dire. C'est une histoire d'argument, pardon, j'ai retrouvé, merci. C'est une histoire d'argumentation et d'argumentaire aussi. Comment on argumente notre propos, notre pensée, nos convictions. Et après, le but, c'est pas forcément de convaincre tous ceux qui nous écoutent, hein, c'est juste d'amener à penser aussi, ou d'échanger. Là, c'est bien qu'on ne soit pas forcément d'accord parce que ça permet de poser la pensée, d'exprimer des choses et de faire bouger aussi peut-être des certitudes qui sont différentes des convictions. Voilà. Dans un contexte toxique, comment on peut être optimiste? Ben, tout est relatif. Qu'est-ce que vous appelez toxique? Celle qu'on traverse, vous voulez dire? Mais c'est pour ça que ce Martin Seligman a consacré sa vie de recherche sur justement l'optimisme et d'où ça vient, qu'est-ce qu'on en fait, comment ça fonctionne. Parce que justement, si on se laisse envahir et se laisse happer
par un quotidien, et ça, ça peut devenir anxiogène, les actualités, une surexposition aux réseaux sociaux, aux actualités, aux mauvaises nouvelles, effectivement, ça peut nous engloutir. Alors, complètement. L'argument choc Toutefois, qui est proposé lorsque quelqu'un est trop optimiste, on lui dit « Ah, mais tu es dans le déni, toi ». Mais s'il est heureux. Mais s'il est heureux, exactement. Tu es naïf. Hein. Ou dans le déni, c'est vraiment l'argument choc. Ça, pour juger, on est fort pour juger en général. Bien heureux. Attends, Christine. Il faut différencier, je pense, optimisme et ce que tu viens de dire illustrerait plutôt l'utopisme. Voilà. Oui, ça joue Voilà. aussi. Un utopique, effectivement, ne va pas forcément prendre en compte la réalité. L'optimisme, pour moi, il prend en compte la réalité, même si elle est dramatique, et il se dit il y aura toujours une solution possible, une porte C'est ça. Oui, C'est ça. etc. Voilà, donc pas forcément idéal, pas forcément extraordinaire, mais il y en a une qui va faire le moins de dégâts possible. En tout cas, il va essayer d'aller chercher le bout de la lumière qui est au fond du tunnel, quelque part. Il ne va pas se contenter de la noirceur. C'est une démarche très individuelle. Après, la partager, c'est ça. C'est comme l'éthique. C'est très individuel. Comme réaction. Et après, Mais c'est pour ça que je parlais de conscience tout à l'heure. Pour moi, c'est fondamental en fait. Tant qu'on n'a pas conscience des choses, c'est difficile de pouvoir agir dessus. Même sur soi, sur nos pensées. Notre psy Sur nos pensées. de service voulait réagir. Ça me fait penser un peu au film La vie est belle. Oui, bien sûr. C'est exactement ça. Et actuellement, quand vous regardez la télé, vous avez 10 séries policières pour une série de comédie. Oui. Ah, les gens adorent. Encore une fois, ça montre que toute histoire de regard. Ça encourage à penser que De le monde regard. est dangereux. Enfin, je ne dis pas qu'il ne l'est pas, mais qu'il est plus dangereux que ce que on pouvait imaginer. Parce qu'il y a des morts partout, il y a des gens qui cherchent à tuer. Oui, mais si on se laisse happer par ça, effectivement, si tous les soirs on regarde, on passe notre vie à regarder des crimes à la télé, que ce soit des documentaires, des séries, etc., on a ce qu'on appelle des biais cognitifs dans nos cerveaux. Hein. Et donc nos biais cognitifs, en fait, notamment un qui s'appelle le biais de confirmation, qui nous amène à penser ou à aller voir ou aller vers les choses qu'on croit. Parce que notre cerveau est notre ami. Donc si on est convaincu que le monde est dangereux, eh bien, on va aller avec des gens qui ont les mêmes convictions que nous, qui ne vont parler que de ça, on va aller regarder des séries, des documentaires dramatiques et tragiques qui étayent finalement cette croyance. C'est là aussi où il faut être prudent sur ces biais cognitifs. On peut les modifier en prenant conscience. C'est-à-dire qu'on se dit, mais tiens, si au lieu d'être entouré que des gens qui se plaignent et qui voient le monde d'une noirceur pas possible, si j'allais un peu vers des gens qui sont optimistes, par exemple, si j'allais ce soir, le vendredi, à la soirée de Florian et de Corinne pour discuter d'optimisme. Non, je me permets d'en plaisanter, mais vous voyez, ça c'est un... Je parlais de curseur individuel tout à l'heure. Ben ça en fait partie, en fait. Comment j'agis, comment je pense et de qui je m'entoure. Oui ? Jérôme. Attends, il y a qui a levé la main tout à l'heure. Pour moi, j'ai du mal à lier l'espoir avec l'optimisme. Parce que pour moi, l'espoir, je le lie avec la peur. On a peur de quelque chose, donc du coup, on s'accroche à une espérance. Alors, il y a toujours un mouvement de peur-espoir, d'une instabilité. Alors que l'optimisme, c'est justement regarder nos peurs en face, les poser, et dire ok, c'est la merde, désolé, mais je vais essayer de trouver une solution. Oui. Et voilà, et je vais vivre avec, et je vais avancer. Donc j'ai du mal à avoir l'espoir. En fait, c'est très simple. L'optimiste, lui, essaie de voir en permanence ce qu'il y a d'intéressant et de positif dans la situation ou dans l'individu qui te parle, en fait. Hein. Voilà. Il ne néglige pas la totalité de la situation ou de le comportement de l'autre, en fait, hein, mais il voit ce qui est d'intéressant. Il y a des gens qui ne regardent pas ce qui est intéressant chez l'autre, qui rejettent en bloc. Moi, je préfère voir ce qui est intéressant. Même chez Mélenchon, il y a quelque chose de bien. Même, c'est dire pourtant. Peut-être ce qui est intéressant, c'est que, qui n'est pas banal, ma chère dame, c'est que vous opposez l'espoir à la peur. Pour moi, ça marche ensemble. Oui, c'est votre point de vue, je respecte. Hein. Mais peut-être que cette soirée vous permettra de faire un petit pas de côté par rapport à ce point de vue. Peut-être qu'on peut voir autrement, que l'espoir et la peur ne marchent pas forcément ensemble.
Mais aussi, avec mon humble point de vue, je vous inviterai à vous rendre compte aussi que la peur, c'est une émotion et que les perturbations émotionnelles nous empêchent de penser. C'est pas faux. Et donc, C'est bien vrai. et donc, il est important, quand on a l'impression d'avoir peur de quelque chose, d'interroger cette peur pour ne pas qu'elle prenne toute la place. Alors que l'opposé, on l'appelle espoir, ou peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas, une certaine chose... La peur, elle a cette faculté dans notre cerveau humain de nous pétrifier, donc de nous empêcher d'agir. C'est pour ça qu'on parle de perturbation émotionnelle, que ce soit la peur, la tristesse, la colère, c'est des perturbations émotionnelles, qui nous amènent à agir ou d'une manière qu'on peut le regretter après, ou de ne pas agir du tout parce qu'on est pétrifié. Ça, c'est la peur, avec nos cerveaux reptiliens. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans ce terme « prendre de la hauteur », c'est qu'il y a plusieurs étages dans notre cerveau, et quelque part, prendre de la hauteur, je vous invite à le visualiser physiquement, c'est qu'on passe du reptilien au cerveau des émotions, au cerveau du néocortex, qui est la conscience des choses, l'abstraction, la vision du champ des possibles. Et là, pour le coup, la peur, ça permet d'être relatif par rapport à cette peur, et de dire, mais finalement, qu'est-ce qui est important pour moi ? Ou alors, qu'est-ce qui me fait peur ? De quoi j'ai peur en vrai ? Vous voyez, c'est des questions qu'on peut se poser à titre individuel, et qui ne peuvent nous permettre d'avancer. Même pas peur. Donc, Jérôme d'abord et puis la demoiselle ensuite. Jérôme. Tout à l'heure, tu parlais des gens nuisibles, enfin, c'est vélo, mais j'ai tendance à éviter les gens qui sont toujours pessimistes comme ça. Et en tant que chef d'entreprise, je m'aperçois qu'en fait, tu es quelque part en obligation. Et en fait, si tu veux faire bien dans ton équipe, si tu veux amener les gens à un certain résultat, tu es obligé d'être optimiste. Tu es obligé d'y croire parce qu'en fait, tu vas y arriver et les gens vont t'accompagner. Et tu argumentes. Les équipes, on va avoir le même discours. Exactement. Un discours positif versus une autre équipe qui sera dans le déclin. Ouais. Et ça t'arrange. Et du coup, on va gagner. Pour faire adhérer l'équipe, pour dire allons-y plutôt qu'allez-y, il faut être... Exactement, merci de ce témoignage, parce que tout à l'heure, on parlait d'accompagner les équipes, c'est exactement ça en fait. C'est les amener à voir le monde de la même manière que le dirigeant les voit. Le voit. Tu vois, tu peux faire des erreurs, mais et après tu les analyses et après tu repars sur... Bien sûr. Soit tu continues dans le même schéma, soit tu repars sur un autre schéma et tu analyses ton erreur. Absolument. N'est-il pas préférable d'être une personne résiliente plutôt qu'une personne optimiste? Il vaut mieux être une personne résiliente qu'une personne optimiste. Et pourquoi les opposer? Ce sont deux choses différentes. Pourquoi les opposer, ma chère? J'ai l'impression que l'optimiste a du mal à embrasser les difficultés et à se construire dans des choses difficiles. Il faut qu'il soit lucide. Est-ce que, avec la définition d'optimisme dont vous parlez là, vous mettez en lumière de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, ou c'était votre point de vue à vous? C'est mon point de vue. Donc, est-ce qu'on n'a pas réussi à vous faire bouger un petit peu depuis tout à l'heure? La lucidité, initialement, c'est important. J'ai l'impression que la personne optimiste manque quand même de cette lucidité et reste un... Pour nous, c'est indissociable, la lucidité et le discernement de l'optimisme. J'ai l'impression que la personne résiliente, elle se construit dans l'adversité davantage et elle embrasse ses traumatismes et elle apprend à se construire avec. Est-ce qu'il est possible, ma chère dame, que vous envisagiez qu'une personne qui justement réussit à avoir suffisamment d'énergie pour faire preuve de résilience n'a pas une certaine dose d'optimisme? C'est une très bonne question. Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures. Je pense. Là, on parle de la rage de vie. Il n'y a pas besoin d'optimisme, c'est la survie. Donc, tu vas faire ça. Florian, est-ce qu'on est optimiste ou pessimiste? J'aurais tendance à répondre que l'enfant qui vient au monde et qui a l'opportunité d'être aimé, d'être entouré, l'adolescent qui aura de bons enseignants, qui aura une bonne culture, et celui qui aura pu construire un chemin sans avoir une trop grande résilience si on lui a coupé un bras, si on lui a coupé la route ou si on l'a mis en prison pour une raison X ou Y, sera plus facilement porté vers l'optimisme. Et quand, du fait de son vécu, on est plutôt optimiste, c'est une manière de pouvoir progresser, de pouvoir avancer, y compris d'aller au-devant de ce qui était normalement
insurmontable par le commun des mortels. Ceux qui ont grimpé l'Everest, les résistants auxquels vous parliez tout à l'heure, il y avait des héros parmi eux naturellement, il y en avait d'autres qui ont voulu être portés par cette idée optimiste. Il fallait un sacré discernement en 1940 pour faire le choix d'un seul coup. Certains ont su le faire, il y a eu des guides pour ça et d'autres l'ont fait sans ces guides-là. Et être optimiste, c'est une opportunité, une chance dans la vie pour pouvoir aller un peu plus loin. C'est une manière aussi de voir les difficultés de ce monde avec un œil qui soit moins noir. Quand on branche la télévision, que ce soit Antenne 2 ou les autres, on n'a que des catastrophes qui sont accumulées, et qu'on le veuille ou non, on est dirigé, orienté. Moi je ne vais pas sur les réseaux, mais la télévision vous oriente vers une pensée qui est collectivement admise par ceux qui créent. Il faut se méfier de ça. Je réagis par rapport au début de notre intervention, par rapport à l'éducation, qui est bien sûr très porteuse sur la manière de voir les choses. Mais je constate que dans une même famille, si tu as plusieurs enfants qui sont élevés apparemment de la même manière, ben, il y en a qui sont optimistes et d'autres qui sont pessimistes. Donc, c'est la limite de l'éducation, en fait. Isabelle. Attends, parle plus fort parce que ça chahute à droite. Je pense aussi que l'optimisme, en dehors de ce que tu disais, c'est-à-dire savoir voir le meilleur chez l'homme, il faut aussi avoir confiance en soi. C'est-à-dire que si on a une certaine dose de confiance en soi, oui, effectivement, il y a des problèmes, et des fois, même si on ne sait pas dès le départ comment on va les appréhender, comment on va les gérer, on a suffisamment de confiance en soi pour se dire qu'on va y arriver. Et je pense que l'optimiste, c'est aussi quelqu'un qui est créatif. Parce que pour pouvoir se sortir d'une situation, il faut être créatif. Alors, est-ce que c'est l'optimisme qui déclenche la créativité ou l'inverse? Ça, on ne sait pas. Mais ça me fait penser aussi à ce que, tout à l'heure, vous avez parlé, Tim, tu as parlé de Churchill, et le fait que vous parliez d'optimisme et de pessimisme, ça me fait penser, vous connaissez tous la citation de Churchill, qui justement pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a dit « Le pessimiste voit la difficulté dans chaque situation ». Le pessimiste voit la difficulté dans chaque situation, et l'optimisme voit une occasion dans chaque situation. Une occasion, une opportunité. Donc là, déjà, je trouve que cette citation est intéressante parce qu'elle dit beaucoup de choses. Allez, on passe à un autre chapitre, le lien entre éthique et optimisme. Je ne sais pas si on aura le temps de voir tout ce qu'on a prévu, très cher. Non. Vu qu'il y a beaucoup de questions, et tant mieux. On va arriver à la fin, en fait. C'était une conférence d'état. Est-ce qu'on peut être véritablement optimiste sans fondement éthique? Ben, est-ce que l'optimisme sans fondement éthique, justement, n'est pas de la naïveté? Je ne sais pas. J'ai pas de certitude par rapport à ça, mais il me semble qu'il est intéressant d'être et optimiste et éthique. C'est vrai. Vous pouvez rappeler certains sont borderline, en fait. Certains on peut être les deux, mais si on n'est que optimiste sans avoir un curseur d'éthique, est-ce que ça risque pas de nous amener à être justement à côté de la plaque? Je sais pas, je pose la question. Hein. On va prendre un exemple d'opportunisme. Donc je suis concessionnaire auto, il y a un acheteur potentiel qui rentre et qui dit bonjour, je vais acheter cette voiture-là. Il va l'acheter, il est prêt à payer en fait. Hein. Et là, le vendeur se dit oui, c'est très bien, mais je viens d'apprendre ce matin par le siège que dans 3 mois, on arrête la fabrication de cette voiture. Je le lui dis au client potentiel, au client ou pas? Est-ce que je le dis ou je ne le dis pas? Mais là, je suis coincé, parce que mon chef, lui, mon patron, il a quand même 15 voitures en stock dans la concession. Il faut les vendre. Donc qu'est-ce que je fais? C'est ça le problème. Je vire cet employé tout de suite. C'est l'évidence. Oui, ça, c'est la solution optimiste. C'est qui va m'acheter les 15 voitures? En permanence. Si le gars il a envie de la voiture. Mais c'est intéressant sur la situation parce qu'on voit bien qu'il peut y avoir autant de solutions que peut-être de personnes dans cette salle. Il y a la théorie, et puis après, qu'est-ce qui se passe sur le terrain en fait, l'agent immobilier, là, on a un chef d'entreprise qui travaille dans l'immobilier. Quand il fixe un prix de vente d'une villa, est-ce qu'il anticipe?
la négociation du futur acheteur. La villa, elle vaut, je sais pas, 500 000 par exemple. Est-ce qu'il n'a pas intérêt à dire à la personne qui la vend, on va le mettre à 600 000 et puis on baissera le prix après? Bien sûr. Oui, c'est le jeu. Non, mais c'est la question qu'on peut se poser en fait. Voilà. Est-ce que je me permettrais... Il y a un mensonge en quelque sorte par rapport au prix réel. Je me permettrais d'apporter... Pardon, excusez-moi, Il y a une Florian. organisation marketing, c'est autre chose. Il y a quelque chose qui est très important qu'il ne faut pas oublier dans ces critères-là, c'est la culture. Là, ça, en France, on a cette culture franco-française où on aime bien négocier, où on se dit, bon, ils vont négocier, donc je vais ajouter 1000 balles, 2000 balles, 3000 balles, comme ça je retomberai sur mes pattes après. Ça, c'est notre culture, nos croyances françaises. Mais est-ce que vous savez, chers amis, qu'en Écosse, quand on achète un bien, par rapport au prix qui est proposé, c'est le futur client qui va proposer le plus, la plus haute somme au-dessus de la somme proposée, qui va avoir le bien qui va lui être remis. Ça s'appelle une vente aux enchères. Non, ce ne sont pas des enchères. C'est comme ça qu'on... C'est exactement ce qui se passe à Paris. C'est comme ça qu'on procède en Écosse. Donc, apparemment, bon, je ne savais pas. Mais donc ça montre bien que finalement, alors encore une fois, au-delà de tout est relatif, quelles sont nos croyances quand on fait quelque chose? Qu'est-ce qui nous anime? Parce que c'est pas la même chose de dire je gonfle le prix de 5 000 € parce qu'ils vont négocier à la baisse, que dire ben, je mets le minimum parce que de toute façon ça va monter. C'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant ce point de vue. Exactement. Enfin, un problème, je sais pas, mais en tout cas c'est une différence de culture. Excusez-moi. C'est un prix qui est bien légèrement au-dessus de sa valeur. Du moins ça fait partie du job parce qu'on sait que les gens vont négocier. Ben nous, ça fait partie de nos habitudes, de nos croyances. Madame, non, c'est pas un problème d'éthique. Non, pas du tout. Oui, il y a quand même le contexte où, par exemple, il y a un excès d'offres, effectivement, on négocie. S'il y a par contre une insuffisance d'offres, là, on est plutôt comme en Écosse, où effectivement, c'est celui. Ça arrive, quand on sait qu'il y a plein de candidats. Mais là, c'est contextuel. À Paris, ce que vous dites, monsieur, c'est contextuel. Alors qu'en Écosse, c'est la culture. C'est pas la même chose. Quelle que soit l'offre et la demande. C'est intéressant. Parce que nous, effectivement, on va adapter ça en fonction de l'offre et la demande. Là-bas, c'est juste une lissicotule qui est différente de la nôtre. Excusez-moi, il y a un monsieur qui est professionnel de l'immobilier et ça m'intéresserait parce que je vais peut-être acheter alors. Tant qu'à faire. Vous pourrez changer vos cartes après. Non, mais pas tout de suite, mais son point de vue par rapport à la hausse du prix, non, il y avait quelque chose. On s'éloigne du débat. Quand je présente un prix, déjà, en fait, j'impose pas un prix à un client. C'est le propriétaire qui choisit le prix du client. Enfin, du bien. Après, moi, j'ai tendance à dire que plus on va en haut, mieux je suis payé. Du coup, ça m'intéresse. Mais par contre, après, je lui donne des indicateurs qui vont lui dire, par exemple, à ce prix-là, on va peut-être chercher de la négo, mais peut-être qu'on vendra moins que si on se positionne sur le prix du marché, qui limitera la négociation. C'est le jeu c'est un dialogue entre l'acquéreur et bien sûr. Tu voulais réagir? Non, j'avais une question. Non, pas toi. Oui, moi je pense que dans l'immobilier, c'est le jeu. Le jeu, enfin, ce sont les règles du jeu. Après de toute façon, si je mets mon bien en vente beaucoup trop haut, il partira pas. Donc ça va attendre un an, 2 ans. Après, il y a le prix du marché, c'est là où on a besoin des professionnels pour la bonne estimation. Tout à fait. Et après, il y a une négo, forcément, et le vendeur accepte. C'est comme tout ce qu'on vend en fait. Même quand on vend une entreprise, il faut la vendre à un prix du marché, même si nous on aimerait. On va bientôt conclure. Moi j'ai eu une question plus personnelle à te poser. Question plus personnelle. Allez, je t'écoute. Quelle est ta plus grande fierté éthique? C'est émotion. Eh bien, ma plus grande fierté éthique, c'est que aujourd'hui, à hauteur de mes 55 ans, je peux me regarder dans la glace, dire qu'il y a des gens qui ont voulu travailler avec moi et j'étais pas d'accord avec les valeurs qu'ils prônaient, autant dans leur entreprise que dans leur démarche, j'ai refusé. Et j'ai préféré rester aligné avec mes valeurs et mes convictions, quitte à me tromper, mais ne pas laisser justement parler ma peur ou mes peurs. Donc j'ai regretté aucune décision d'un point de vue moral. Après, je me suis... Là, tu me parles par rapport à l'éthique. Après, là, j'en suis là aujourd'hui. Tu vois, il y a des moments où j'ai fait confiance à des gens et justement, je me suis trompée en fait. Tu vois, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas la même morale que moi et encore moins la même éthique.
et qu'à des moments j'ai fait confiance à des gens, et c'est ce qui m'a permis de faire bouger mon propre curseur et dire aujourd'hui, depuis que je me suis positionnée comme consultante, je choisis avec qui j'ai envie de travailler, et on me choisit aussi par rapport au message que je défends aussi. Alors qu'est-ce qui te rend optimiste aujourd'hui? Ce qui me rend optimiste aujourd'hui, c'est de voir que quand on propose un thème comme celui-là ce soir, eh bien, la salle est pleine. Ça me fait du bien, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'il y a plein de gens, pas que nous, qui nous interrogeons sur cette notion de morale, d'éthique et d'optimisme. Ce qui me rend heureuse aussi, c'est de voir que j'ai eu la confiance d'un éditeur de renom pour m'accompagner sur mes ouvrages. Ça me fait du bien, à ma confiance individuelle et à mon estime de moi. Si on t'achète une dizaine de livres, tu seras encore plus optimiste? Oh, bah, je serai encore plus heureuse. C'est pas optimiste, ça c'est heureuse. Je serai ravie. Bien, on va conclure par des applaudissements pour applaudir notre ami Corinne. Merci. Deux choses. La première, donc, les livres sont là, si vous voulez en acheter et en faire dédicacer. Ceux que j'ai fait circuler sont bien revenus ou pas? Ils sont oui, vous pouvez les faire revenir s'il vous plaît. Et puis pour l'info, je prends la carte bleue. Hein. Voilà. Et puis deuxièmement, ceux qui sont inscrits pour dîner, donc on dîne à l'étage, on commande ce que l'on veut et on paye ce qu'on a commandé. Merci à vous tous. Merci. Et merci de votre présence, vraiment. J'espère que vous avez passé un bon moment.